Bonjour tout le monde et bienvenue à Infocam Extra. Cette semaine, on a deux invités. On commence tout de suite avec Émilie Lapierre. Bonjour Émilie. Bonjour. Tu es directrice générale du Jardin floral à la Pocatière. Exactement. Puis là, tu viens nous parler de la fête des semences. De la fête des semences, exactement. Puis ça a lieu quand, la fête des semences? Donc, ça va se passer samedi prochain, le 28 janvier, à l'ITA de la Pocatière, à l'ITAC. Oui. Et ça va être de 9h à 16h. Puis est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la fête des semences? La fête des semences. La fête des semences, c'est un concept qu'on voit un peu partout, là, dans différentes villes là, au Québec, un peu partout aussi dans le monde. En fait, c'est une façon de venir à la rencontre des semenciers. Si on est des jardiniers, on a envie de préparer notre potager, on a besoin d'acheter des semences. Donc, les fêtes des semences, c'est un endroit pour rencontrer, aller faire nos achats, finalement, de semences pour le jardin. Puis, c'est sûr qu'on essaie d'offrir une programmation autour de ça. Là. Donc, c'est une journée qui va avoir plusieurs choses qui vont se passer là, tout au long de la journée. OK. Puis, je pense que vous avez un thème quand même assez intéressant cette année. Peux-tu m'en parler? Oui, notre thème cette année, c'est « Ensemble vers l'autonomie alimentaire ». OK. Donc, c'est avec cette thématique-là qu'on a décidé finalement de construire notre programmation de conférences qui vont avoir lieu tout au long de cette fête-là. Donc, on le sait là, que produire soi-même son potager, c'est une façon là, d'assurer son autonomie alimentaire, du moins tendre vers ça. Et le fait de aussi encourager les semenciers locaux, ça fait partie aussi d'essayer de se bâtir une autonomie à l'échelle locale ou régionale, là, de produire soi-même son aliment de la graine à l'assiette, finalement. Puis là, tu me parles de conférences, mais il y a d'autres activités aussi dans la journée. Oui, c'est ça. Donc, tout ce qui va se passer dans cette journée-là, je vais vous l'énumérer. Donc, il y a un espèce de salon des exposants où est-ce qu'il va y avoir entre autres des semenciers, mais aussi d'autres exposants qui font soit des produits transformés, artisanaux, tout un peu en lien avec la nature, là, des confitures, des choses comme ça. Donc, il va y avoir aussi un espace pour faire des échanges de semences. Donc, si les gens qui viennent assister à cette journée-là ont eux-mêmes des semences de l'année passée qu'ils ont récoltées puis qui ont envie d'échanger avec d'autres, bien, il va y avoir un coin là, qui va être vraiment dédié à ça. On offre aussi un espace d'animation pour les enfants. Donc, si on vient en famille, on peut laisser les enfants. Il va y avoir des animations, tu sais, ils ne seront pas laissés à eux-mêmes. Là. Il va y avoir des ateliers de semis, des ateliers sur les micro-pousses. Il va aussi avoir une maquilleuse qui va être là. Donc, également, une programmation quand même étoffée de conférences. Tout ça se passe en même temps. Et dans la programmation de conférences, il va y en avoir 3. Donc, il va y avoir dans les conférences, la première, ça va être sur les insectes bénéfiques et maléfiques au jardin. La deuxième va être sur le service d'accompagnement jardin, qui est une initiative qui se passe en Gaspésie, ainsi qu'une conférence sur le jardin vivrier, comment faire un jardin chez soi pour être le plus autonome possible là, au niveau de l'alimentaire. Ouais. Et le dernier segment, c'est vraiment un panel de discussion sur les forêts nourricières qui ont lieu dans le coin ici, là, proche de la Pocatière. Puis, là, tu le mentionnes un peu, il y a des activités pour les enfants, fait que c'est un peu pour toute la famille, mais qui que ça peut intéresser, justement, d'aller à la fête des semences? Eh bien, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'horticulture, au potager, donc soit des gens qui jardinent ou simplement des gens qui s'intéressent à ces sujets-là, parce que justement, on ne va pas nécessairement juste acheter des semences, donc on peut venir écouter les conférences, on peut venir prendre un café, il va y avoir un espace un peu coin repas, là, donc... Puis est-ce que d'entrer ou est-ce que d'aller, dans le fond, à la fête, est-ce qu'il y a des coûts qui sont liés à ça, comme pour les conférences, par exemple? Non, pour nous, c'est super important de garder ça gratuit. Donc, grâce aux multiples partenariats puis les commanditaires, on est capable d'offrir toutes ces conférences-là gratuitement. Donc, c'est ce qui est intéressant. Puis, ce qui est intéressant de souligner, c'est que je parlais qui peut s'intéresser à ça. C'est que c'est au niveau intérêt, mais au niveau régional aussi. On est la seule fête des semences à l'est de Québec, de la ville de Québec. Carrément dans toute la province. Je compte pas le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. C'est ça. Mais à l'est de Québec, mettons sur la 20, là, il y en a pas d'autres. Fait que c'est super intéressant parce que c'est en plus des semenciers qui produisent dans cet espace géographique-là. Donc, les semences qui sont vendues là sont vraiment adaptées
à notre climat, au territoire Laurentien, Chaudière-Appalaches, Gaspésie. Donc, puis en fait, c'est la deuxième édition qu'on fait cette année. La première a eu lieu juste avant la COVID en 2020. On a essayé de faire une autre édition l'année passée, mais on n'a pas réussi à cause des mesures sanitaires qui sont revenues. Mais à la première édition, on avait eu 1000 personnes quand même qui sont venues à notre événement. Et c'était la première fois, donc on était vraiment très, très, très contents du résultat. Puis là, cette année, on vise au moins d'à côté le 1000 participants ou sinon plus. Là. Mais parce que c'est ça que tu me parlais, les jardins floraux sont impliqués, mais c'est pas eux nécessairement les organisateurs, en fait, de l'événement. Je pense que c'est un collectif. C'est ça. Donc, l'événement est organisé par le collectif Verdir, qui est un collectif de valorisation de l'agriculture urbaine, qui est vraiment basé à la Pocatière, puis qui regroupe environ une vingtaine de partenaires du milieu institutionnel, au niveau communautaire, au niveau aussi municipal, même au niveau des entreprises. Donc, c'était un des projets du collectif de dire, un des mandats qu'on se donne dans notre plan d'action, c'est de faire une fête des semences parce que ça cadre vraiment bien avec l'agriculture urbaine, aussi l'agriculture en général. Puis comme on est à la Pocatière, là où il y a l'école d'agriculture et une histoire aussi derrière tout ça, donc c'est quand même assez, ça fait une logique finalement de tenir ça, même dans l'école même, là, à l'ITAC. Ben oui, puis là, votre thématique, c'est l'autonomie alimentaire, justement. C'est quoi l'autonomie alimentaire pour les gens qui ne le sauraient pas à la maison? C'est un concept assez général, là. L'autonomie alimentaire, ça peut être finalement d'essayer de moins dépendre de l'extérieur pour s'alimenter. Fait qu'on peut penser au système global que là maintenant, là, notre alimentation, bon, ça provient d'un peu de tous les quatre coins de la planète. Des fois, on est un peu déconnecté de où se produisent nos aliments, tout ça. Donc, de tendre vers une autonomie alimentaire, c'est de redonner un peu le pouvoir des gens de connaître d'où vient notre aliment, produire le plus possible de choses soi-même ou dans à une échelle plus restreinte dans notre localité. Transformer les aliments. Fait que c'est vraiment de comment s'alimenter de façon autonome le plus possible. Super. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème-là cette année? Ben, c'est justement, en fait, parce que le fait de produire soi-même ses semences, c'est comme dans un peu la vague d'aller vers l'autonomie alimentaire. Donc, on veut encourager, c'est ça, les semenciers locaux. Puis, il y avait notre partenaire du Cégep qui était enligné là, dans cette thématique-là avec des projets qui ont de leur côté. Fait que c'était une façon aussi de profiter là, de leur expertise. C'est ça. Ouais. Puis, dis-moi, on parle d'autonomie alimentaire, mais tu sais, souvent quand on parle de ces sujets-là, les gens ils vont dire, mais c'est compliqué. Pourquoi je ne pourrais pas aller à l'épicerie? Est-ce qu'il y a une façon, en fait, de commencer à être autonome de ce côté-là, sans nécessairement devoir tout faire pousser ses légumes au complet, par exemple? Bien, c'est ça. T'sais, on peut voir l'autonomie alimentaire comme une affaire individuelle, ce qui est assez difficile, je pense. Là, je pense que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de connaissances et d'énergie. Mais si on le prend à l'échelle plus régionale ou plus de collectivité, bien, ça décharge un peu. On n'est pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé de faire tout notre fromage, notre viande, tout ça. Donc, mais on peut se relier à des producteurs locaux qui ont chacun leur expertise, puis qu'ensemble, on soit capable d'aller vers une autonomie alimentaire, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas totale, c'est pas radical, c'est juste d'aller vers ça puis de le construire petit pas à petit pas. Oui, puis on le sait qu'au Kamouraska, des producteurs locaux, il y en a énormément aussi, en plus. Exactement. Est-ce que les gens qui viennent justement à la fête des semences, c'est tous des producteurs locaux? Est-ce que vous avez des invités un peu? Bien, on parlait de la dame de Gaspésie là, qui vient faire sa conférence, mais sinon, est-ce que vous avez des gens de d'autres régions? Oui, donc c'est sûr qu'on essaie de prioriser vraiment là, les acteurs plus locaux, mais des semenciers, il n'y en a pas partout non plus, mais c'est sûr qu'on se limite au Québec parce qu'on veut pas... le but, c'est ça, c'était pas d'aller chercher des choses qui viennent soit de
d'une autre province ou des États-Unis. De toute façon, on n'est pas assez gros pour ça. Mais les semenciers qu'on a qui vont venir à notre fête, ils vont de Saint-Apollinaire jusqu'au Basque. Fait que, tu sais, c'est tout ce bassin-là, là, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent. Puis là, on parlait que pour les enfants, il y avait des activités, justement, t'as dit de pousse, donc j'imagine on va leur apprendre, en fait, à planter, si je comprends bien. Okay. Oui. Chloé Gouveia, qui est une spécialiste qui fait plein d'ateliers là, avec les jeunes en lien avec... De génération autonome, je crois. Oui, exactement. Ouais, vous connaissez, donc c'est ça, elle va être là. C'est un peu elle qui a monté là, les ateliers pour les jeunes. Puis, on va avoir l'appui aussi des ressources, des services récréatifs là, de la ville qui vont être là pour animer aussi. Donc, voilà, fait qu'ils vont vraiment apprendre à faire des semis, des pousses. C'est quand même la base, en fait, quand, si on l'apprend à nos enfants, si on l'enseigne à nos enfants, peut-être que plus tard, eux, ils vont vouloir tendre aussi vers l'indépendance, l'autonomie, en fait. Exactement. Super. Ben écoute, juste en terminant, veux-tu me rappeler un peu c'est quand, c'est quoi? Donc, la fête des semences, c'est le 28 janvier. C'est bien ça, samedi? Exactement. Samedi, le 28 janvier, à l'ITAC de la Pocatière. C'est de 9h à 16h. Ouais. Et voilà, il va y avoir des conférences toute la journée. Est-ce que c'est extérieur? Est-ce que c'est intérieur? C'est à l'intérieur, dans le bâtiment de l'ITAC. Et ça se passe sur tout le rez-de-chaussée. Donc, la première édition, on était plus centré dans moins d'espace. Là, on a plus d'espace pour... Puis justement, au niveau de l'organisation, en fait, bon, on arrive à l'ITAC, il n'y a pas de stationnement à payer ou quoi que ce soit. Non, c'est le stationnement gratuit. C'est le stationnement qui est en face de l'ITAC. Et on passe par l'entrée principale, les grandes portes. Super. Puis le reste va être très bien imagé, là, comment se déplacer d'un endroit à l'autre. Puis au fond, il y a quand on arrive là, en fait, dépendamment de l'heure, on peut se joindre à la conférence. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou on fait juste arriver au fond à la conférence? Puis les conférences se passent dans un très grand auditorium, donc il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Super. Puis sinon, on peut visiter, en fait, les différents étals, en fait, des producteurs qui vont être là. C'est ça. C'est un peu comme un marché, en fait. Là, exactement. Les producteurs sont là même en avance, sont là dès 9h, ils sont prêts. Donc, ils sont là jusqu'à 16h. Donc, ils sont là en permanence. Donc, si on ne va pas à une conférence, on s'en va se promener à travers les kiosques. Puis, on peut même aller prendre un café. Il y aura des soupes, des cafés, des muffins de servis. Puis tout ce qui est servi, la nourriture, ça, j'imagine, parce qu'on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de frais pour participer aux événements, mais ça, il y a un petit côté cantine ça, là, où il faut payer. C'est pas très cher. C'est le comité organisateur qui l'offre lui-même, le service. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été là. Vraiment, merci de ta présence. Puis, on manque pas ça, hein, la fête des semences, le 28 janvier à la Pocatière. Puis, on passe tout de suite à notre deuxième invité. Notre prochain invité, Priscilla Winling, qui vient nous parler du festival Vue dans la tête de à Rivière-du-Loup. Allô, Priscilla? Bonjour Marc-Antoine. Ça va bien? Oui, ça va super, merci. Donc là, le festival Vue dans la tête de cette année, c'est Robert Morin. C'est bien ça? Ça arrive quand? C'est quelle date? C'est quoi comme festival? Ça vient vite. C'est dans un peu plus de 2 semaines. Ça sera la fin de semaine du 9 au 12 février, du jeudi au dimanche, où on va recevoir Robert Morin, qui est un grand cinéaste qui a énormément influencé des cinéastes peut-être peu connus du grand public, mais qui est toujours actif dans le milieu. Et puis, on a trouvé ça hyper intéressant de la voir parce que c'est quelqu'un qui est vraiment pas consensuel, qui n'a pas la langue dans sa poche non plus, et qui a un aspect très indépendant qu'on trouvait intéressant d'exploiter et de voir en fait lui ce qu'il aime dans le cinéma québécois. Donc c'est lui qui sera là à la fin de semaine à Rivière-du-Loup avec les films qu'il a choisis dans sa carte blanche et les invités qui vont avec. Et on dévoile la programmation entière bientôt, le 26 janvier. Fait que là, le festival Vue dans la tête, c'est, pour les gens qui ne le savent pas à la maison, un festival en fait de cinéma, de visionnement, de films toute la fin de semaine. Puis Robert Morin, enfin, lui, il a eu une carte blanche, donc il a monté une programmation, si je comprends bien. Okay. C'est exactement ça. Puis c'est un concept qu'on reprend depuis 11 ans, là, c'est la 11e édition, d'offrir effectivement une carte blanche, mais c'est toujours un cinéaste québécois. Et la carte blanche, c'est dans la cinématographie québécoise récente. On n'est pas forcément un festival de première, bien que
Rendez-vous le 26, on a une belle avant-première à vous annoncer. Ah ouais? Ouais, c'est le fun. On ne pourra pas en dire plus aujourd'hui. Ah non, on ne peut pas avoir d'exclusivité ou... Non, mais le 26, on dit tout à tout le monde. Le 26 janvier, c'est bien ça? 26 janvier, c'est ça. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que la billetterie s'ouvre sur les billets à l'unité. Oui. Parce que jusqu'à présent, on peut prendre un passeport, soit régulier, soit pro pour les professionnels du cinéma ou les étudiants au cinéma qui veulent avoir accès à des activités réservées plutôt professionnelles. Oui. Mais oui, donc pour en revenir au festival, ça va être quand même c'est quand même des films qui sont sortis en 2022 de manière générale, là, si ma mémoire est bonne, et qui ont le mérite que ça plaît à Robert Morin et que c'est le cinéma qu'il aime et qu'il a aussi envie de faire découvrir, pas seulement le sien, mais celui des autres. Puis là les billets, justement, tu me disais, passeport pro, billets à l'unité. Où est-ce que les gens peuvent aller se les procurer, ces billets-là? Alors, VURDL.com, VUS, RDL comme rivière-du-loup.com, où on a un menu billetterie, et puis le menu programmation qui va être mis à jour dès le 26, où on pourra trouver à ce moment-là soit les passeports pour avoir accès à toutes les projections. Si on a très envie de consommer beaucoup de cinéma en fin de semaine, ce sera économiquement valable. Puis si on a plus envie de choisir un petit peu à la carte, il y aura aussi les billets à l'unité à la vente. Parfait. Puis ça, les films sont projetés au Cinéma Princesse à Rivière-du-Loup, c'est bien ça? Principalement au Cinéma Princesse. On a une partie de la programmation des courts-métrages qui vont être diffusés au Musée du Bas-Saint-Laurent. Okay. Mais ça va être les 2 seuls lieux de diffusion. On va avoir un quartier général où il y aura aussi les classes de maîtres ou des activités un peu de party, de plus le fun, à se retrouver tous ensemble autour d'un verre, pas très loin du cinéma. Puis dans le fond, donc il y a des activités un peu pour toute la famille, si je comprends bien. Pour tous les gens qui ont envie de voir la culture. Après, il y a effectivement le dimanche matin un film famille. Okay. Et puis, ça, je peux le dire, là, tant qu'à faire, autant vous donner déjà un petit avant-goût. Alors, c'est la seule exception au côté québécois. C'est un film jeunesse où on peut chercher un petit peu partout dans le monde entier. Puis là, c'est un film d'animation de Michel Oslo, qui a fait Kirikou il y a une bonne vingtaine d'années. Puis là, en 2022, il a sorti un autre film d'animation qui s'appelle Pharaon, le sauvage et la princesse, qu'on va diffuser. Et ce qui est le fun, c'est qu'avant ce film-là, on va diffuser les courts-métrages réalisés par les élèves de primaire de Rivière-du-Loup qui ont fait des tout petits films sur fond vert la semaine qui précède. Puis on va pouvoir voir les œuvres de ces futurs cinéastes de la relève juste avant le film d'animation. Fait qu'au fond, eux, ils ont des ateliers avant le festival pour préparer leur film. En fait, c'est pendant le festival. Eux, le jeudi, en fait, ils vont faire toute la journée de création. Ils vont être une équipe technique avec eux pour le tournage, l'enregistrement sono, le montage. Et ils vont participer à toutes les étapes de création. Et puis, c'est ça qu'on va pouvoir voir aussi avant le film d'animation. Puis là, justement, tu t'en parlais un peu, c'est pour les cinéastes principalement, mais c'est pas que pour les cinéastes, les cinéphiles, pardon. C'est aussi pour il y a d'autres types d'activités, si je comprends bien. Oui, il y a les classes de maîtres, ça peut sembler académique comme ça, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est mettre la lumière sur un métier du cinéma, par exemple. Parmi les invités, il y a quelqu'un qui fait de la direction artistique, la décoration, en fait, qui s'occupe de tout l'aspect esthétique des films. Andréline Beauparlant, qui va donner une classe de maître. Ça permet de faire découvrir des métiers. On en aura une avec toujours l'invité Robert Morin. On revient un peu sur sa filmographie, sa carrière, les conseils qu'il peut donner à des cinéastes aujourd'hui. Ça, c'est des classes de maître ouvertes à tout le monde. Et puis, on a aussi des activités complémentaires dans le quartier général qui sont une soirée karaoké spécial cinéma, par exemple. C'est partie de la culture cinéma aussi. Effectivement. Les tunes qui passent dans les films, ça fait aussi partie de ça. Bref, on a vraiment travaillé le programme pour tous les goûts, qu'on soit cinéphile ou qu'on soit moins expert. Tu me parlais du quartier général du festival. Ça, c'est à quel endroit? Ça va être une salle qui vient d'ouvrir pas très loin du cinéma Princesse, qui s'appelle le Studio. Oui. Rue Amiotte. Donc on mettra en ligne toutes les adresses, mais ce qui est sûr, c'est que tout est proche et faisable à pied pour justement que la fin de semaine, on occupe le centre-ville assez facilement et malgré la météo de février. Puis là, tu me parlais, en fait, c'est une occasion, oui, d'aller voir des films, d'aller voir une programmation, mais aussi de faire des rencontres intéressantes, j'ai bien compris, là, avec certains réalisateurs ou certains professionnels du milieu. La carte blanche, c'est pas seulement des films que Robert Morin programme, mais c'est aussi
des invités et des représentants de ces films-là. Donc, c'est pas seulement des films qu'on va voir, mais c'est en discuter avec les acteurs, les réalisateurs, peut-être un technicien de ce film-là. Et puis, c'est le jour du dévoilement de la programmation. On dévoile aussi qui sont ces invités, même si j'ai déjà parlé d'André-Line Beauparlant. Mais on verra, on découvrira le reste des invités le 26. Puis, bon, je sais que tu peux pas vraiment me donner de détails, mais si tu avais quelques mots à dire sur la programmation, justement, que Robert Morin a fait pour vous, est-ce que... Ben, il a quand même un côté... il aime bien les choses... Il disait qu'il aime bien les films peu bavards. Okay. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que c'est le scénario où il y a peu de dialogue, ou si c'est juste que tout est utile dans ce qu'on dit. Donc, c'est l'occasion de découvrir. Il y a aussi un aspect drôle et humoristique. Plusieurs de ces films, c'est quand même des comédies ou des comédies dramatiques, mais qui ont toujours un ancrage très contemporain, social, dans le Québec d'aujourd'hui, et pas détaché, en fait, du Québec actuel. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, les films qui ont un concept fort, en fait. OK. Un concept fort, donc des films, en fait, qui ont une identité propre, en fait, si je peux dire ça comme ça, ou du moins qui vont parler ou qui vont affirmer des choses? Ouais, en fait, c'est quand il a parlé quand on l'a approché et puis quand on a annoncé la date, il a quand même dit qu'il aimait pas le cinéma. C'est un peu déstabilisant, mais je peux comprendre aussi que c'est quelqu'un qui cherche pas forcément la langue de bois ou des discours déjà usés à la trame. Et je pense que peut-être que quand il parle de concept fort, c'est aussi de trouver une idée où il y a un propos qui se tient du début à la fin. Puis justement, pour les gens qui ne connaîtraient pas Robert Morin à la maison, tu as parlé un peu de la carte blanche, mais qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui, en fait, présentement, un peu sa carrière et tout ça? Robert Morin, moi, ça fait que 5 ans que j'habite au Québec, et puis c'est la 4e édition dont je m'occupe, mais tous les ans, quand je contacte des cinéastes de la relève, ou enfin des cinéastes avec qui j'ai l'occasion de travailler depuis 4 ans, pour le festival ou pour d'autres choses concernant le cinéma, il revient régulièrement dans la conversation quand on vient à c'est qui le cinéaste qui t'a influencé le plus? Et quasiment tout le temps, une fois sur 2, c'est Robert Morin. Puis c'est pas quelqu'un que je connaissais forcément, et c'est vrai qu'il n'est pas forcément connu du grand public. Par contre, il a une influence certaine sur des cinéastes qui sont plus connus du grand public. Puis ça nous semblait intéressant avec sa longue carrière, avec tous les formats qu'il a exploités. Et la façon dont il a fait ses films, il n'a jamais attendu d'avoir du financement. Il a fait des films avec... j'allais dire 3 francs 6 sous, mais 3 pièces et... 3 pièces et quart. Voilà, c'est ça. Et c'est une démarche qu'il a toujours, cet aspect, je fais les choses moi-même, et puis d'une indépendance radicale que je trouve très intéressante. Puis il n'est pas du tout consensuel. Il laisse personne indifférent. Et moi, de voir des salles où on va pouvoir débattre des films, parce qu'on va être tout pour ou tout contre, c'est ça que je trouve intéressant avec lui. Parce que c'est ça, on a parlé un peu des rencontres tout à l'heure, mais en fait, c'est après les films, généralement, il va y avoir des espaces de discussion. C'est ça, des espaces de discussion. Alors, pas forcément avec Robert, parce que lui, il va parler de ses films qu'on projettera, mais avec les cinéastes ou les membres de l'équipe des autres films qui seront là. Mais vu dans la tête d'eux, il viendra à chaque fois en début de film pour dire pourquoi il a choisi ce film-là. Ça nous permettra de présenter les gens qui représentent le film et qui donneront rendez-vous pour la discussion après le film. Mais il y a toujours ce rapport intéressant de pas seulement projeter des films et dire bah voilà, c'est ce qu'on vous offre et puis c'est fini, mais c'est d'expliquer aussi l'intérêt de les avoir mis dans la carte blanche, c'est pourquoi on est arrivé à vous proposer ça aujourd'hui. Exact. Puis l'intérêt aussi de dire, tu l'as un peu mentionné, oui, ce sont des films récents, mais qui ne sont pas nécessairement en première diffusion, en fait. C'est-à-dire pourquoi ces films-là sont pertinents ou ont eu un impact, puis qu'est-ce qu'on peut en retenir, au fond? Alors, je mesurais un peu ce que j'ai dit dans le sens où c'est vrai, on n'est pas un festival de première. Par contre, si je regarde la programmation, c'est beaucoup de films qui ne sont pas sortis, par exemple, au cinéma Princesse. Par exemple, le film pour enfants de Michel Oslo, il n'a pas été programmé au cinéma Princesse. Donc, c'est des sorties récentes, mais qui n'ont pas forcément trouvé des salles dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est aussi cette occasion de... par la carte blanche, de se concentrer sur des films qui n'ont pas eu forcément leur chance dans la région. Parfait. Puis, au fond, pour les gens, en fait, qui voudraient y aller, mais qui seraient un peu incertains, parce qu'on parle quand même de films d'auteur et tout ça, as-tu un conseil à leur donner à ces gens-là, en fait?
Ben, je dirais que c'est comme la bouffe. C'est le fun d'avoir ses habitudes et des plats réconfortants qu'on aime bien. Mais de temps en temps, c'est vraiment le fun d'avoir quelque chose de différent. Où tu dis « Hey, cette saveur, je ne m'étais jamais rendu compte que ça goûtait aussi bon. » Ben, la culture, c'est pareil. C'est valable pour la littérature, la musique. Mais c'est aussi valable pour le cinéma et puis surtout le cinéma d'ici. Il y a du cinéma populaire qui se rend partout, puis des voix un peu moins connues, mais qui font partie de ces saveurs intéressantes à découvrir. Et puis, le cinéma d'ici, ça concerne aussi pas que Montréal, les gens du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment l'occasion de se dire, moi, je veux voir le cinéma de chez moi, quoi. Parfait. Puis écoute, en terminant, peux-tu juste me faire un petit rappel, les dates, les billets où on peut aller chercher, et tout ça? OK, parfait. Alors, les dates, c'est la fin de semaine du 9 au 12 février, du jeudi au dimanche. Oui. Et puis, toutes les infos se trouvent sur VUESRDL, comme rivièreduloup.com, ou sur notre Facebook VURDL. Le dévoilement de votre programmation est le 26 janvier. 26 janvier, on fait un point média en ligne qui est public, là. À la limite, il faut juste s'inscrire à l'infolette pour recevoir le lien. Mais certainement que les médias du coin, dont la télé communautaire, parleront de la programmation de la carte blanche. Super. Ouais. Puis on peut acheter vos billets en ligne sur le site Internet que tu nous as partagé. Exactement, en ligne. Et puis, on peut aussi se décider le soir même. Hein. On accueille tout le monde à n'importe quel moment. Super. Ben écoute, Priscilla, je te remercie beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui à l'émission. Puis je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée aussi. Fait que c'est ce qui conclut notre épisode cette semaine d'Infocam Extra. On se revoit la semaine prochaine. On va s'acheter la tête à l'eau, là. Je vais chercher le sens de ma vie comment? De même, en regardant au ciel? Non, 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 je ne le trouverai pas. En premier, il faut que je sache qu'est-ce que mon corps vient faire dans le corps de la nature.